Bonjour à tous. Alors moi, on m'a chargé de vous présenter le programme de psychoéducation qui s'adresse aux personnes sans déficience intellectuelle, qui est une expérimentation, hein. Donc, je vous le dis tout de suite parce que malheureusement, ils souffrent des mêmes difficultés que la démarche diagnostique du CRA, c'est-à-dire qu'il y a une liste d'attente assez fabuleuse qui me déprime personnellement. Et qui est lié au fait que pour le moment, on n'a pas encore diffusé les contenus. Alors, je travaille là-dessus en partenariat avec l'UNISTRA, en la personne de Ravenne, de Céline qui reviendra tantôt. Et donc, j'invite Ravenne à se mêler de tout ça quand il le souhaite, s'il le souhaite, n'est-ce pas? Ok, donc l'idée, c'est vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en post-diagnostic, puisqu'on a dit ce matin que le diagnostic, c'est déjà un parcours du combattant à la base. Il faut trouver quelqu'un qui sache le faire, il faut avoir l'opportunité de le faire, et il faut ensuite arriver à faire autre chose que merci, bisous, au revoir. C'est un peu ce qui a été dit ce matin. Alors, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose comme ça? Non. Voilà, comme ça marche. Ah oui, je me suis fendue d'un petit sommaire. En fait, j'aime bien faire des PowerPoint sans fin, mais rassurez-vous, on ne parlera pas forcément de tout ça. Donc, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir dans la mesure où on a déjà beaucoup parlé du diagnostic de l'adulte ce matin. Évidemment, je rejoins les constats qui ont été faits sur les longueurs que peuvent prendre les démarches diagnostiques dans les CRA. Je travaille dans un CRA. Alors, ne me jetez pas de choses à la tête ou seulement de la nourriture. J'ai une préférence pour le chocolat, sachez-le. Voilà, on le sait naturellement. On est en train d'essayer de former des équipes dites de première et de deuxième ligne. Donc, c'est-à-dire des gens qui acceptent de se former à l'autisme, de se former au diagnostic. Et après, enfin, de recevoir des gens et puis de les aider à avancer plus vite dans cette démarche-là, ce qui n'est pas simple. On l'a fait déjà il y a 5-6 ans, pour être tout à fait honnête avec vous, et les gens sont partis avec leur formation en Suisse, dans d'autres régions, à l'étranger, voilà. C'est compliqué de leur faire signer un contrat pour les faire rester. Enfin, en tout cas, on essaye d'améliorer les choses et ce n'est pas tous les jours facile. Donc, le programme de psychoéducation pour les adultes est né en fait de ce constat qui a été évoqué ce matin. Merci, au revoir, bisous. Et parfois même, j'ose le dire, bravo, super, félicitations, c'est un autisme. Voilà. Alors, certains d'entre vous sont plus jeunes que d'autres. Pour les gens, osons-le, de ma génération, l'autisme, il y a 20-30 ans, on ne le voyait pas de la même manière qu'on le voit aujourd'hui. Et je crois que c'est important pour moi de vous le dire. Il y a 20-30 ans, quand vous héritiez, je vais le dire comme ça, d'un diagnostic d'autisme, soit on vous disait non, non, c'est une erreur, les gens se sont trompés, c'est pas possible autrement, soit vous pouviez considérer, vous, que ça y est, vous étiez handicapé, votre vie était terminée, merci, au revoir. D'accord? En arrivant au CRA, ce n'était pas forcément un plan de carrière qui était prévu de mon côté, mais bon, une fois que je me suis retrouvée là-bas, je me suis aperçue que les gens repartaient dans la nature, à leur vie, quelle que soit leur vie, comme ça, avec un bout de papier, parfois même un bout de papier qui arrive très longtemps après les conclusions diagnostiques. Et puis, ils se retrouvaient comme ça à devoir se débrouiller tout seuls pour trouver un intervenant, pour trouver un psychologue qui puisse apporter peut-être des outils, pour lire, pour trouver de la littérature. Et laquelle littérature, à l'époque, se réduisait à Temple Grandin, hein. Si vous n'aviez pas de déficience intellectuelle, ben, à un moment donné, vous débrouillez. Il y a eu Joseph Chovanec. Quand j'ai monté le groupe Aspirit, dont certains ont témoigné ce matin, en me disant aussi que finalement, les réseaux de travail pour les psychos, pour les éducs, pour les familles, c'est très bien. Où sont les personnes avec autisme dans ce dispositif? Donc, quand on a commencé avec certaines personnes à se réunir et à essayer de faire avancer un peu des choses autour de l'autisme et à reprendre un peu le contrôle, on va le dire comme ça, il me disait, bah ouais, mais Joseph Chovanec, moi je fais des études, j'ai un mari, j'ai des enfants, c'est pas moi ça. Donc c'est un peu l'idée de se dire, est-ce qu'on peut, quand on a un diagnostic à l'âge adulte, a fortiori sans déficience intellectuelle, voilà, observer son identité, reprendre le contrôle au niveau des connaissances, est-ce qu'on peut s'adresser à quelqu'un, à qui, comment, qu'est-ce qu'on en comprend un petit peu de toutes ces choses-là? Et comment on se voit soi là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autisme? Ok, mais il ne s'agit pas de faire un cours sur l'autisme. C'est qui je suis moi là-dedans.
et comment l'autisme s'exprime chez moi. Parce que ça, c'est la question de l'hétérogénéité. Et moi, j'insisterai jamais trop là-dessus. Je rencontre beaucoup de gens et les gens sont très, très, très différents. Et très souvent, je regarde les gens que j'ai rencontrés dans ce contexte-là, je leur dis, OK, il y a de l'autisme. D'abord, vous êtes libre de refuser ce diagnostic parce que oui, il y a des gens qui le recherchent, il y a aussi des gens qui le fuient, qui n'ont pas du tout envie de s'entendre appeler autiste. Est-ce que parce qu'une équipe décide à un instant T que vous répondez aux critères, vous devez obligatoirement vous sentir autiste ou l'être ou correspondre à des critères? Quels critères? Parce que les personnes avec autisme aussi ont des stéréotypes de l'autisme. À n'en pas douter, nous en avons tous des stéréotypes de l'autisme. J'ai vu des gens qui arrivent et qui me disent « Ben oui, mais moi, on est embêté là, vous êtes trompés, je ne fais pas de piano, je suis nulle aux échecs, et puis je ne parle pas une autre langue que la mienne, alors on fait quoi ?» Mais l'autisme, ce n'est pas ça. On est bien d'accord là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, comment l'autisme s'exprime chez moi? Et puis, ça, peut-être que c'est l'autisme, et je dis peut-être parce que comment on peut en juger forcément, et peut-être que ça, c'est moi. Ce sont mes caractéristiques, c'est mon caractère, c'est moi en tant que personne. Et ça, je pense que c'est très, très important. À l'âge adulte, on a construit une identité. Je ne dis pas qu'elle est fondée, non fondée, elle est forcément subjective. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette identité-là? Est-ce que ce diagnostic vient tout bouleverser ou est-ce qu'à un moment donné, on peut juste se revisiter à la lumière de cette particularité-là? Donc, on l'a dit ce matin déjà, il y a une augmentation très nette des diagnostics d'autisme déjà. J'observe d'ailleurs une chose très intéressante, j'ai de plus en plus de femmes qui viennent en psychoéducation parce qu'il y a de plus en plus de diagnostics de femmes. En tout cas, au CRA Alsace, adultes au Rhin, parce que le CRA Alsace, c'est compliqué, hein, il y a 4 équipes. Donc, on a les mêmes pratiques normalement, on n'a pas toujours les mêmes populations. Je vois de plus en plus de femmes qui arrivent parce qu'elles sont diagnostiquées plus tard, pour plein de raisons, certaines qu'on a évoquées. Il y a l'hétérogénéité des profils, évidemment. Donc, ça veut dire que cette psychoéducation, ce n'est pas un cours sur l'autisme que j'assène aux gens, c'est une rencontre. C'est ce qu'on va appeler de la cothérapie. La personne, elle sait qui elle est, elle se connaît, plus ou moins bien comme tout le monde, mais elle se connaît. Moi, je ne la connais pas. Moi, je sais 2-3 bricoles sur l'autisme, pas tout non plus. Et puis, de cette rencontre-là, on va essayer de faire un échange, on va essayer de parler de ces particularités-là, on va essayer de visiter peut-être ce qu'on trouve dans la littérature et parfois même aussi les choses plus ou moins sympathiques qu'on trouve sur Internet. Et on va voir ce qu'en pense la personne, ce qu'elle en dit, comment elle se situe là-dedans. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui se construit. C'est une auberge espagnole, on va y trouver un petit peu ce qu'on y amène. Il y a un programme, il y a des fiches. Avec Raven, on a bossé là-dessus, un peu dur des fois, ok, mais il y a ce que va amener la personne, qui elle est. Ensuite, il y a les effets du diagnostic. Ça, c'est important aussi. Chez l'adulte, c'est très différent. Chez les femmes, chez les hommes aussi. Je ne vais pas m'étendre. Vous avez vu, j'ai un goût certain pour faire des citations d'articles, mais c'est parce que j'ai tendance à croire que les gens, ils ont toujours envie de lire tout ce qui existe sur la Terre, un peu comme moi, alors qu'en fait, je me rends compte au quotidien que non, vraiment, il y a des gens qui ne s'intéressent pas. Donc, vous faites comme s'il n'y avait rien. Les autres, ça vous donnera des idées de lecture. Donc, les effets du diagnostic, comment déjà la personne a vécu, intériorisé ce moment? Ça s'est passé comment, cette passation de test? Parce que ça va mieux maintenant, mais à un moment donné, il y en a certains ici qui ont connu des diagnostics avec certains outils genre ADOS. Alors, ADOS, c'est une mallette avec des petits outils. Ça a été créé au départ pour les enfants, les petits garçons qui ne regardent pas dans les yeux, qui se balancent, hein, parce que les autistes, ça reste eux, il ne faut pas oublier quand même. Donc, cet ADOS-là, adressé à un adulte, c'est un peu particulier. Alors, ça donne des choses, les gens vont vous dire, bah, je ne comprends pas, on m'a demandé presque de jouer à la poupée, là, de devoir faire... On demande à la personne de faire des petits scénarios. Sauf qu'avec des petites poupées, des petits trucs, voilà, ça peut être vécu comme infantilisant. Il y a des petits bouquins avec des histoires qui ne tiennent pas trop bien la route parce qu'on veut savoir si elle trouve ça bizarre ou pas, la personne. Oui, bah, c'est très bizarre. Mais peut-être qu'elle n'aura pas très envie de me dire que c'est bizarre, parce que ça aussi, c'est bizarre. Vous me suivez ou c'est trop amphigorique, là? Non, ça va bien. OK. Mais un diagnostic, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, il y a des gens qui vont y aller de bon cœur ou qui cherchent des réponses à leurs questions. D'autres vont vraiment vivre un parcours du combattant ou des moments compliqués parce qu'ils essayent de s'adapter. Ils se disent, qu'est-ce qui est attendu de moi avec ce truc-là? Je vais où? Et du coup, on en reparle un petit peu de ça. Ensuite, là, on se situe dans tout ce qui est stratégie nationale de prise en compte de l'autisme. Alors maintenant, c'est au sein des TND.
Parce que vous savez, à peine on a appris une triade, ça devient une diade. Puis après, tout le monde s'appelle TED, puis on passe à TSA. Alors, pour de très bonnes raisons, je plaisante un peu. Mais voilà, c'est en mouvance perpétuelle, un petit peu ces notions-là. Donc, on se situe vraiment dans ces choses-là. Comment est-ce que la personne vit les choses et comment est-ce que la société, je parle au sens un peu large, peut peut-être s'adapter à ses spécificités, ses particularités. Alors, l'impact du diagnostic, je ne ferai pas long feu là-dessus. Vous vous en doutez tous, ça vient un petit peu rebattre les cartes. Et je trouve que chez l'adulte, c'est encore plus spécifique et encore plus particulier. Comment est-ce que je suis arrivée à ce diagnostic d'autisme déjà? Alors maintenant, les gens viennent beaucoup par eux-mêmes. Ils viennent beaucoup parce qu'ils cherchent des réponses à une question. Mais il y a quelques années encore, j'avais aussi beaucoup de gens qui étaient envoyés par leurs proches. Tiens, mes parents m'ont obligé à faire ce diagnostic, ou mon mari, ma femme, mon conjoint me dit que je suis trop bizarre. On a regardé un reportage et puis il m'a dit, oh, maintenant tu vas au CERA, ça suffit. Mais quand on arrive un petit peu dans ce contexte-là, on est d'accord, on est déjà sur autre chose que je cherche une réponse à une question ou j'ai l'impression que je me situe dans ce prisme-là. Donc, l'idée, ça va être d'apporter la compréhension de soi, une meilleure compréhension de soi, restons modestes, une meilleure compréhension de ce que sont les troubles du spectre de l'autisme, et comment est-ce que je me situe, moi, là-dedans. Parce que ça, c'est encore très différent, d'accord? On peut ouvrir des livres, il y en a des très bons, j'en recommande quelques-uns que je trouve très bons. Ok, mais comment est-ce que je me situe, moi, là-dedans? Est-ce que ça me parle ou est-ce que je suis obligée de correspondre à ce qui est écrit là-dedans? Probablement non. Alors, la psychoéducation, juste un petit lien pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le processus, parce que c'est un processus qui existe depuis un moment. Certains ici sont des spécialistes de la psychoéducation, j'en vois quelques-uns dans la salle. L'idée, c'est la rencontre de trois choses un peu différentes, comme ça, et très intéressant. Déjà, tout ce qui est notion d'éducation, donc donner de l'information à propos d'un sujet, à propos d'un domaine, d'accord, permettre à la personne d'accéder à une formation, une information de qualité et réactualisée. Ça, je le dis par rapport à d'autres choses qu'on s'est dit ce matin. Non, parce que je fais une petite parenthèse, encore une. J'ai repris mes études, encore. Pour ceux qui me connaissent, c'est un peu long. Et il se trouve qu'en ce moment, je travaille sur de la sémiologie, un cours de sémiologie qui a été fait dans une université parisienne dont je tairai le nom. Alors, je n'expliquerai pas ce qu'on y lit en matière d'autisme, c'est assez particulier. Enfin, voilà, je me contenterai de dire qu'on se base sur ce que l'enseignant appelle une nosographie classique. Donc déjà, vous avez une organisation psychotique ou névrotique. Si c'est psychotique, c'est parce que vous avez un problème de fusion. Ok, et sinon, c'est une angoisse de castration. Je suis un peu rapide, mais voilà. Donc, on n'est pas là-dedans. Moi, je parle de connaissances réactualisées, scientifiques, ok, et je parle de clinique, c'est-à-dire que la vie des gens, pour moi, va prévaloir dans certains cas même sur ce que je peux aller lire dans un livre. Non pas que ce soit pas bien, mais que l'expérience que fait la personne est irremplaçable. C'est elle qui va savoir le mieux ce qui lui correspond ou ce avec quoi elle est d'accord ou ce qu'elle a vécu. Ça, c'est important pour moi. La psychologie, évidemment. Ok, accompagnement, soutien thérapeutique, je n'en parlerai pas trop, il y en a plein ici des psychologues, j'aurais peur de dire des bêtises. Et le comportementalisme, c'est-à-dire donner des stratégies, donner des outils concrets, possiblement même qu'on a construit avec la personne directement, pour qu'elle ait un petit peu dans sa boîte des petites choses qui peuvent servir au quotidien, pour le camouflage, pour le travail, pour la vie de famille, enfin, autant de choses qu'il peut y avoir d'items dans la vie. Alors, la psychoéducation, ça existe depuis longtemps. Ça existe assez bien dans les pathologies mentales, je dis comme ça volontiers pour bien distinguer les choses, autisme et tout ce qui est maladie mentale. Ça existe en schizophrénie, ça existe en bipolarité. Il y a plein de programmes épatants, psychoéducation de la famille, de la personne, et en autisme, eh ben, il n'y avait rien. Ok, merci, au revoir, bisous. On retombe toujours un peu là-dessus. Donc, alors, ça aussi, quand j'ai commencé en 2010 cette affaire-là, j'ai quand même des gens autour de moi qui m'ont dit « Toi, tu veux expliquer l'autisme aux autistes ?» Bon, ils rigolent plus maintenant, c'est bien, je suis contente. Parce qu'au départ, c'était même un peu ça l'idée, c'est « Mais pourquoi faire? Pourquoi tu fais ça, quoi ?» Ça sert à quelque chose, cette affaire. Oui, je pense.
Donc, la psychoéducation, à l'heure actuelle, dans le domaine de l'autisme, il y en a de plus en plus. Il y a d'excellents programmes, mais essentiellement pour les enfants. Il y a des excellents programmes pour les familles. Je regarde Jennifer Elliott qui se cache là-bas. Voilà, il y a toutes sortes de choses épatantes. Mais pour les adultes sans déficience, OK. Et quand je vous ai dit j'ai commencé en 2010, vous voyez que ça fait un petit moment. Je pourrais dire que ça traîne un peu même. Ça fait un petit moment. Et pour le moment, en matière de psychoéducation, chez l'adulte, à ma connaissance, il y a de l'éducation thérapeutique maintenant. C'est un petit peu différent. Si on a l'occasion, j'en parlerai, mais ce n'est pas sûr, vu l'heure. Alors, les contenus du programme, ça se passe comment? Alors, bon, ça se passe le mieux possible. Et puis, on va se baser sur des choses qui me semblent la moins intéressantes et importantes. D'abord, eu égard au fonctionnement des personnes, globalement, qu'elles aient de l'autisme ou pas d'ailleurs. En général, les gens aiment bien des outils concrets, aiment bien participer aussi à l'élaboration de ces outils, parce que qui ici n'a jamais eu l'occasion de se servir de choses? On lui a dit, mais t'as qu'à faire comme ça, ou essaye donc de. Puis on dit, mais ça ne marche pas du tout ce truc, moi, j'y arrive pas. Donc déjà, participer à l'élaboration de ses propres outils, je pense que ça va être intéressant. Donc de la TCC, Aurélie Fritsch vous en parlera tantôt, et ça fonctionne très bien. En général, les personnes avec autisme, je généralise un peu, mais apprécient beaucoup cette démarche parce qu'elle permet un peu de comprendre, de connaître ses émotions, d'essayer d'auto-analyser certaines choses, donc de reprendre un petit peu le contrôle aussi. L'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui propose aussi de très bons outils que j'aimerais bien développer, mais on manquera de temps. Un peu de psychologie positive ne nuit pas à la santé. Et puis, évidemment, tout ça avec une actualisation des connaissances, c'est-à-dire qu'on va proposer de l'information qui change. Et là où, par exemple, j'écrivais 4 garçons pour une fille en moyenne, pour les gens qui voulaient savoir un petit peu avoir des données de sémio, maintenant je dis 3 hommes pour une femme. Vous voyez, les choses changent et le programme, il bouge avec. Évidemment, tout ce qu'on va proposer, on le propose à la lumière des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et puis, parce que moi, j'aime bien, du NICE aussi, donc, qui est l'équivalent anglais, et pour lequel, en matière d'autisme, je trouve, ils ont avancé un petit peu plus vite en termes de recommandations. Alors, juste un petit historique très court pour ceux que ça intéresserait. Donc le programme, l'idée du programme et les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était 2010. Donc de 2010 à 2015, on fait quoi? Des entretiens, on fabrique des outils et j'observe quels sont les outils qui servent souvent, quels sont les outils qui servent tout le temps et quels sont ceux que j'ai créés avec une personne à un moment et qui ne resservent plus jamais. Donc ça prend du temps tout ça, puisque quand il n'y a rien, eh ben, faut l'inventer. Donc je l'ai inventé avec les gens. Donc la liste serait longue de gens qui ont contribué au programme, puisqu'on dit qu'on en est les auteurs, mais c'est avant tout les personnes qu'on a rencontrées qui sont les co-auteurs de ce qu'on a fabriqué. Donc au début, 23 personnes que je vois assez longtemps, hein, ça va de 6 mois à 14. Donc, vous voyez que ça peut être très long, prend le temps de comprendre de quoi la personne a besoin et de bâtir des choses avec elle. Au début, j'ai des personnes qui ont une déficience intellectuelle légère, qui s'associent au programme. Et très vite, en fait, je vais me dire que ce n'est pas une bonne idée. Alors, a priori, on se dit, mais pourquoi donc, pourquoi pas? Alors, le format tel qu'il est proposé là n'était pas très adapté. Et j'ai eu quand même beaucoup de gens qui se saisissaient de vocabulaire, mais qui ne savaient pas quoi en faire. Pour illustrer un petit peu, j'ai rencontré un monsieur qui, après se présenter, il disait « Bonjour, je m'appelle Jonathan et je suis autiste moyen ». Ce que j'avais absolument pas dit, voilà, mais c'était sa façon de se présenter. Il n'avait pas vraiment saisi les contenus. Donc, on a restreint un peu plus les choses et on s'est dit on va d'abord bâtir quelque chose pour les personnes sans déficience, parce que ce sont les adultes qui sont le plus souvent laissés pour compte. Les autres, très souvent, sont quand même suivis dans le milieu associatif, etc. Je fais un peu vite, mais il y a quand même de ça. À partir d'octobre 2015, le programme est formalisé sur 10 séances, c'est-à-dire que là, on a des contenus qui se répètent un petit peu, on trouve ce qui est efficace et ce qui aide les gens, et donc on va pouvoir faire quelque chose sur un temps plus réduit. Alors, c'est comme d'habitude, il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 11. On en discutait souvent avec Jennifer, on aime bien les trucs pairs, donc voilà, il y en a 10. Alors, une petite particularité de la psychoéducation qui, moi, me rend la vie compliquée par rapport à un programme qui veut être évalué scientifiquement, etc., etc. Moi, j'ai du mal. Céline n'est pas là parce qu'elle lèverait les yeux au ciel et elle ferait oui avec sa tête. J'ai du mal à me tenir à 10 séances. C'est toujours très compliqué de réduire les connaissances
les compétences, les choses qu'on peut apporter à une personne à 10. Parce qu'on dit, il y en a 10, et après, tu as encore des questions, bon, merci, au revoir, bisous. Non. Donc, c'est très compliqué dans le contexte de la recherche. On est bien obligé de se tenir aux 10 et de répliquer des contenus identiques, sinon, évidemment, on a un gros biais. Mais dans la pratique, il y a des gens qui viennent 11 fois, 12 fois, parce que ça ne va pas, parce qu'à un moment donné, ils ont encore des questions, parce qu'ils ont besoin, envie. Voilà. Donc, c'est 10 avec, je profite de l'absence de Céline, un peu de souplesse. Depuis 2017, pour vous donner une petite idée, 78 personnes ont été vues en psychoéducation. Alors, il faut quand même dire que ça reste expérimental. Il est question évidemment de diffuser les contenus, évidemment d'en faire profiter le plus grand nombre et de répandre ça dans les CRA, dans les associations, chez les professionnels. J'ai une liste jusque par terre de gens que ça intéresse. J'attends que l'étude soit terminée puisque vous savez que ce n'est pas moi qui décide, c'est plus compliqué que ça. Quand ce sera fini, évidemment, je tiens la liste à jour de tous les gens que ça intéresse. Raven, il rigole, mais bon, parce qu'il m'entend dire ça depuis si longtemps. Et après, vraiment, vrai de vrai, il y aura un livret et j'espère que les gens vont pouvoir faire la psychoéducation post-diagnostique, non d'une pipe, parce que ça fait un peu long. Voilà. Alors, le programme Compas, alors c'est un nom qu'on lui a donné l'année dernière, puisque Raven est venu rejoindre la joyeuse équipe de la psychoéducation post-diagnostic. Donc, on a refondu les contenus, on a revu un peu les choses, on a formalisé des exercices pratiques, puisque moi, je suis un peu brouillonne. Donc, heureusement, il y a des gens qui ont la structure de l'UNISTRA. C'est bien pratique. Non, mais il faut être un peu honnête. Donc, le programme en 10 séances, c'est 21 femmes, 26 hommes à l'heure actuelle. Donc là, on est sur pas si longtemps, hein, mais on voit plus de gens. J'ai Jessica Mignon qui parlera demain, qui est psychologue à l'espace autisme, qui voit aussi quelques personnes. Et ça, c'est formidable parce que j'ai une liste d'attente incroyable et je suis obligée de dire horriblement aux gens, attendez, je vous appellerai quand c'est votre tour, ce qui n'est pas du tout bon puisqu'on n'est plus vraiment sur un post-diagnostic. Quand on est obligé d'attendre, eh ben, on s'approprie des connaissances, comme on le disait ce matin, comme on peut, où on peut. Voilà, donc début 2021, 14 personnes concernées dans les règles stricto sensu de la recherche. Alors, au niveau des contenus, parce que j'imagine que ça sera plus intéressant, on formalise ça maintenant sur des entretiens d'1 heure. Pareil, au début, hein, on prenait notre temps, tant que la personne avait des choses à me dire, s'il n'y avait personne derrière, j'avais le temps. Donc là, on est sur 1 heure tous les 15 jours, puisqu'on se dit ça laisse le temps à la personne de s'approprier des outils, de réfléchir, de faire les exercices à la maison et de revenir peut-être avec des questions, des suggestions, des réactions. Et ce n'est pas trop long non plus, parce qu'au bout d'un moment, sinon, on oublie les choses qu'on s'est dites. Il y a des échanges verbaux. Au début, je pensais que ça marcherait aussi par écrit, uniquement par visuel. Pas du tout. Les gens aiment beaucoup échanger, même quand parfois c'est compliqué. Ils préfèrent en fait ce mode d'échange-là. Donc, il y a de la présentation visuelle, du PowerPoint. Hein. On arrête de donner des petites fiches et des petits trucs infantilisants. On travaille comme on travaille avec des adultes qui font une formation. Support PowerPoint. On laisse des fiches pratiques, des documents pour ceux qui le souhaitent et il se constitue comme ça un petit recueil avec les choses qu'on a vues, qu'on a faites, où ils peuvent prendre des notes, où ils peuvent réagir, se rappeler de choses qu'on s'est dites. Il y a un support pour les tâches à domicile, naturellement, qui rappelle clairement les consignes. Je vous montre des exemples après. Et puis, évidemment, il y a toute la partie impalpable des stratégies individuelles, donc des choses qu'on va travailler au moment où on se voit en entretien. Alors, les séances, elles s'articulent comme ça, à peu près. Alors, dans le contexte de la recherche, bien sûr, on les fait dans l'ordre. Quand la personne ne peut pas les faire dans l'ordre, parce que, par exemple, elle vit un épisode dépressif important ou il y a quelque chose de très urgent dans sa vie privée dont elle voudrait qu'on parle, alors effectivement, elle sortira de la démarche de recherche, mais on va prioriser les choses qui sont importantes pour elle. Parce que malgré tout, on est là sur une rencontre d'humain à humain. C'est important de ne pas l'oublier. Donc, au départ, c'est un peu la séance pilote. On parle des TSA. C'est quoi? Ça se passe comment? Qu'est-ce que la personne a compris? Qu'est-ce qu'elle a lu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a besoin d'infos? Lesquelles? Poser des questions. Il y a un premier exercice qui est indiqué à côté. Je vous la montre après la roue de l'autisme. Ensuite, sont les particularités cognitives. Finalement, l'autisme, moi, j'en parle assez peu comme d'un handicap, puisque vous allez peut-être être d'accord avec moi pour dire qu'un handicap, c'est situationnel.
Je dis souvent aux gens, si je suis en fauteuil roulant, je suis handicapée pour courir un 100 mètres, mais pas pour apprendre l'anglais ou jouer du piano. L'autisme, du coup, moi, je me pose la question. Donc, en général, moi, j'en parle plutôt comme une façon de penser, de réfléchir, d'être logique, une façon d'être au monde, qui n'est pas moins bien ni mieux, qui est juste différente. Voilà. Alors après, il faut voir, discuter avec les gens. Les particularités sensorielles, les émotions, puisque ça, c'est quelque chose, on va souvent aller les embêter avec les émotions. On en a parlé un petit peu ce matin. Donc, autant qu'on en parle tout de suite, autant que la personne me dise ok, moi je pense que j'ai des difficultés là et là, ou tiens, on m'a proposé ça pendant la démarche diagnostique, ça rime à quoi finalement, Baron Cohen ou toutes les autres choses là, qu'est-ce que les gens cherchent au juste, et puis bon, peuvent réagir là-dessus. Le fonctionnement des pensées, puisque les pensées influencent nos comportements, nos croyances, donc c'est très important qu'on en parle un petit peu aussi de ça. Souvent les gens aussi posent la question, est-ce que je parle de mon autisme à qui, et puis, autre problème, je vais le faire comment ça? Qu'est-ce que j'ai envie de dire, de ne pas dire à qui? Donc, on prend un moment avec ça. Les relations sociales, la vie professionnelle. Alors, on peut aborder aussi tout ce qui est intimité, vie sexuelle. On a un très bel item qui a été fait par Raven là-dessus. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, on a une séance 10 qui sert un petit peu à revoir des notions qui seraient intéressantes pour la personne, ou à parler de choses qui ne sont pas forcément formalisées, mais qui sont importantes. Donc, c'est un peu, alors, je n'oserais pas dire une séance fourre-tout, mais une séance où on peut s'approprier des choses. D'accord? Alors, je vous montre, par exemple, comment peut se penser la séance pilote, puisqu'évidemment, je vais manquer de temps pour tout vous faire voir. Donc là, c'est la prise de contact. Donc, c'est le moment très important de ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Parce que les gens arrivent, ils sortent d'un diagnostic, ils ne me connaissent pas. Au nom de quoi ils me feraient confiance pour discuter, pour échanger, pour m'expliquer des choses. Donc, on va prendre le temps de se connaître, quand c'est nécessaire, faire un peu de révélation de soi, raconter 2-3 bricoles, parce que moi, je suis humaine aussi, comme eux, et puis à un moment donné, comme on va co-construire, c'est important aussi que je ne sois pas derrière mon bureau le sujet supposé savoir. J'en ai vu plein des sujets supposés savoir, moi, dans ma vie. C'est très désagréable, on n'a rien envie de leur dire. Bref. Donc, est-ce qu'ils sont d'accord de suivre le programme? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment on peut s'y prendre? Est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas dire ou je ne dois pas faire? Est-ce qu'on, par exemple, la luminosité, le bruit, des mots impossibles. J'avais un monsieur, impossible de dire autisme. Il le vivait très très mal, son diagnostic, donc on a fait de la psychoéducation sans dire autisme. On a parlé d'autres choses, on a parlé de ses particularités à lui, on a parlé de ce qui était important pour lui. Ça va très bien comme ça aussi. Il m'a dit, est-ce qu'un jour j'accepterai d'être autiste? Je lui ai dit, je ne suis pas sûre, mais au fond, est-ce que c'est important? Ou est-ce qu'en fait, juste c'est l'idée de, ben voilà comment moi je fonctionne, voilà de quoi j'ai besoin pour vivre ma vie et aller là où j'ai besoin d'aller. Bon, c'est ma croyance. L'objectif, donc, alliance thérapeutique, cothérapie, on se met d'accord sur ce qu'on peut dire, faire, etc. Et puis sur le vocabulaire éventuellement qu'on va employer. Avec autisme, autiste, personne autiste, peu importe, je m'adapte. Les règles de fonctionnement sur les horaires, puisqu'en général, j'essaye d'être à l'heure. Il peut y avoir des loupés des fois. Voilà, que la personne me dise comment elle a fait son diagnostic, peut-être où elle a été, pas tellement pour savoir qui l'a fait, mais pour qu'elle me raconte un peu comment ça a été cette chose-là. Alors, il y a des supports, il y a plein de supports. Donc, vous voyez une tentative de spectre de l'autisme, un joli graphique que m'a fait Jessica qui s'y entend en informatique, moi non, où on peut voir un petit peu les notions d'intensité de l'autisme et en même temps les notions de développement, de cognition, de choses comme ça. Donc, on n'est plus sur quelque chose de linéaire, on est dans une petite case, on est sur un vrai continuum, enfin, moi je le vois un peu comme ça, on peut discuter, où on va pouvoir regarder un petit peu dans quel domaine s'expriment les choses, comment, quoi. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut bouger à l'intérieur, c'est flexible. Autre exemple, je vous ai mis vraiment des extraits susceptibles de vous intéresser. Un petit exemple sur les items sur la sensorialité, où la personne va pouvoir à un moment donné, quand on a expliqué les choses, essayer de se situer au niveau de ces 7 sens, prendre des exemples, regarder dans la vie courante où elle se met, comment elle se met, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est hypo, c'est hyper, ça renvoie à quoi, est-ce que c'est un absolu, etc. On va aussi se servir de support vidéo. Merci à Julie. On lui emprunte souvent. Alors, celle que je montre le plus, c'est la théorie des cuillères. Parce que fatigabilité, c'est un bon morceau et ça fait toujours du bien, je crois, aux gens de discuter de leurs capacités.
Et c'est aussi, alors celle-là, elle passe souvent aussi, les 10 réactions les plus stupides. Parce que souvent, les gens me disent des choses, je dis, attendez, vous savez quoi, j'en parlerai moins bien, là au moins on va bien rire. Donc ça, c'est une vidéo qui tourne souvent aussi, c'est sympa de nous avoir autorisés. Donc de la vidéo, du PowerPoint, des fiches, aide-mémoire. Donc là, vous voyez par exemple un item qui a été créé par Raven. Certains connaissent d'autres variantes. On va pouvoir se situer en termes d'attirance sexuelle, en termes de romantisme, en termes de plein de choses, parce que finalement, la vie intime et sexuelle, Jessica vous en parlera, c'est pas juste j'ai un mari, j'ai une femme, je fais ci, je fais ça. C'est plus compliqué que ça. C'est des petites choses qu'elle va emporter chez elle après, qu'elle pourra consulter plus tard et modifier. On peut se placer quelque part à un moment et en changer. À côté, vous avez un extrait, par exemple, d'une petite fiche pratique sur l'intérêt du diagnostic, où on reprend des choses. On a vu avec la personne si elle est OK ou pas avec ce qui est écrit. On le modifie si elle a besoin de le modifier. Elle emporte ça et elle peut le ressortir si elle a besoin de s'en rappeler, de l'expliquer. Ensuite, les tâches à domicile. Donc là, vous voyez par exemple la fameuse roue de l'autisme. Donc, vous voyez des domaines, stéréotypie, sensorialité, habileté sociale, ou plutôt vous ne voyez pas. Ah non, si, c'est grand, super. Organisation, etc. Et la personne va pouvoir numéroter ou griser les cases pour nous dire dans le domaine où elle pense se situer. Et c'est quelque chose sur quoi elle pourra revenir aussi en fin de séance de psychoéducation, quand elle a terminé le cycle, ou plus tard, de se dire mais là, j'ai vachement avancé, je ne pense pas du tout que j'en suis là, en fait. Elle va pouvoir se comparer, etc. Exercice numéro 3, un extrait, la sensorialité. Donc, sens par sens, elle emmène ça. Et dans la vie quotidienne, elle va regarder comment elle fonctionne. OK ? Des choses comme ça. Tu veux parler de l'étude ? Oui, 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 oui. Oh, tu peux, si tu te retrouves dans le PowerPoint. Et puis, les stratégies individuelles. Donc, on va lui donner du matériel. Donc, vous voyez les colonnes de Beck, apprendre à auto-observer ses émotions. Évidemment, on a préparé ça en séance avant. Elle repart avec et elle va observer un moment de son quotidien, soit qui est compliqué, soit qui se passe bien. Et elle va regarder finalement comment les pensées se promènent dans la tête, avec de quelles émotions ils sont accompagnés. Elle va essayer d'apprendre à graduer cette émotion. L'idée derrière, évidemment, c'est de pouvoir prévenir les situations compliquées et avoir de la stratégie et de la ressource quand le moment arrive pour les gérer le mieux possible. Un extrait d'une balance décisionnelle et puis en haut, un extrait de l'inventaire de l'énergie. C'est vraiment juste pour que vous voyez le visuel de la chose, d'accord ? Mais promis, hein, ce sera accessible, tout ça. Du coup, Raven, tu veux dire un mot sur le programme ? Allez, vas-y. Si tu as une question, tu me dis. Donc, dans le cadre de mon projet de thèse, je suis censé valider l'efficacité du programme, puisque Aurélie a déjà publié sur sa faisabilité, etc. Mais vous n'êtes pas sans savoir, je pense, parmi tous les professionnels de la recherche qui sont là, que les démarches éthiques, ça prend énormément de temps, que c'est compliqué, et que là, j'ai en plus l'immense honneur de réussir, enfin d'essayer de faire se coordonner non seulement l'Université de Strasbourg d'un côté, mais aussi un groupement hospitalier de l'autre. Donc déjà, en interne, c'est compliqué, mais alors les deux en même temps, voilà. C'est pour ça que on est toujours dans les trucs éthiques, mais un jour, on y arrivera. L'idée, c'est, comme dit, d'évaluer un petit peu si ça fonctionne déjà et ce sur quoi ça agit finalement. Donc, on va avoir des questionnaires surtout sur le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, est-ce que je me sens capable de faire face à des choses compliquées, sur l'acceptation du diagnostic, sur la symptomatologie en général, anxio-dépressive, parce que c'est souvent ce qui traîne, et voir s'il y a des choses qui s'améliorent ou pas. Et on va aussi évidemment poser la question aux gens de s'ils ont trouvé que c'était intéressant, s'il y a des contenus dont ils se resservent, s'il y a des exercices qui leur ont servi. Et l'idée étant à la fin de leur participation aux 10 séances, aussi de faire un entretien en fait pour récolter des données qualitatives où vraiment là, ils vont pas juste remplir et cocher des cases pour dire j'ai trouvé ça bien ou pas. C'est aussi qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse de plus, etc. Toujours dans l'idée de faire participer au maximum les personnes à la construction des programmes qui les concernent. Donc après, il y a les critères d'inclusion. Donc voilà, c'est des gens, il faut qu'ils aient reçu le diagnostic, parce que c'est un post-diagnostic. Voilà. Des adultes,
Moins de 15 mois parce que il peut se passer déjà plein de choses en 15 mois et que l'idée, c'est de prendre les gens le plus vite possible après le diagnostic. Et évidemment, de comprendre le français pour avoir accès au contenu. C'est logique. Et donc, l'idée, c'est voilà, il y aura une réunion, une fois que ce sera vraiment lancé, il y aura une réunion où on va expliquer comment ça marche la recherche. Parce que les personnes qui vont entrer dans le protocole vont être soit placées sur une condition d'intervention, donc avoir accès directement aux séances, soit sur une liste d'attente, parce que le but du jeu, c'est de prouver si ça fonctionne ou pas. Donc, les gens resteront, enfin, certaines personnes resteront sur une liste d'attente. Donc, c'est leur expliquer comment ça fonctionne, évidemment expliquer comment ça fonctionne la recherche en général, l'accès, enfin, le contrôle sur les données privées, etc. Et puis présenter les intervenants qui vont faire les séances, l'endroit où ça se fait, enfin, créer toutes les conditions pour que ce soit le plus simple possible. Et ensuite, on fait une petite évaluation à mi-chemin des séances, juste sur si, pour l'instant, est-ce que les personnes ont l'impression que c'est intéressant ou pas. Est-ce qu'elles ont l'impression que ça leur sert à quelque chose, voilà. Et c'est après, en T2, donc à la fin des interventions, où là, on va refaire passer tous les questionnaires sur la symptomatologie, etc., le sentiment d'auto-efficacité et compagnie. Et on fera en follow-up, donc c'est-à-dire 3 mois après la fin de l'intervention, on refera les mêmes questionnaires pour voir si les effets se maintiennent. Et aussi, on refera des entretiens avec les personnes pour voir si finalement, comment est-ce qu'elles ont intégré les connaissances, par exemple, qu'elles ont pu apprendre, ou les stratégies, etc., dans leur vie au quotidien, sur le plus long terme que pendant qu'elles sont activement dans le programme. Ouais, bon, ça, c'est les échelles, quoi. Ouais, là, c'était juste pour que vous voyez un petit peu, pour ceux qui connaissent les échelles, ce qu'on va faire. Alors, il y en a qui sont un peu anciennes, hein, je le dis quand même. Par contre, elles ont été validées dans d'autres études qui concernent des personnes autistes. Donc, on les a préférées à des choses peut-être plus récentes, mais qui n'ont pas forcément été employées dans ce contexte. Alors après, j'ai quoi? Alors après, oui. Alors, on n'a plus le temps, mais c'était juste pour vous dire qu'on n'a pas perdu l'idée de faire un groupe, peut-être. Parce qu'à un moment donné, il y avait la question de la pérédance aussi. Et de se dire, bah voilà, on est plusieurs, on est en post-diagnostic, est-ce qu'on peut échanger là-dessus? Donc, on n'a pas perdu l'idée de Raven, d'ailleurs, de créer un groupe de psychoéducation, mais que peut-être on intègre soit dès le départ, par libre adhésion, soit au bout de la 3e ou de la 4e séance individuelle. On verra ça après l'étude de validation. Voilà. Et puis, on vous a mis quelques chiffres. Vous voyez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Et donc, voilà l'équipe qui travaille sur le projet de psychoéducation. Donc, il y en a certains que vous connaissez déjà. Vous avez vu Céline Clément, Raven, etc. Voilà, tout le monde est là, une équipe des moyens. Je suis désolée, c'est très rapide et je suis même en retard. Pardon, Aurélie. Et merci de votre attention.